Mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée avec l'audition commune de messieurs Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et de Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France. Il me paraissait important de vous recevoir car le travail que vous avez accompli est au croisement des questions dont s'occupe notre commission, à savoir la création artistique et le sport. Par ailleurs, compte tenu des polémiques qui ont vu le jour, il me semblait important de vous donner une nouvelle fois l'occasion d'expliquer votre démarche. En ce qui me concerne, je voudrais vous dire ma fierté et ma reconnaissance. Dans les temps agités que nous vivons, vous avez offert aux Françaises et aux Français, ainsi qu'au monde entier, des moments de grâce inoubliables lors de ces 4 cérémonies déjà inscrites dans notre mémoire collective. Thomas Joly, quand le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques vous ont confié cette mission à la fin de l'année 2022, vous dirigiez le Centre dramatique national d'Angers, le Quai. Vous étiez déjà un habitué des marathons, mais plutôt théâtraux. Le défi qui se présentait à vous pour les Jeux olympiques et paralympiques était remarquable. Vous deviez monter non pas une, mais 4 cérémonies dans un laps de temps assez réduit. Pour relever ce défi, vous avez rassemblé une solide équipe. Nous pensons aussi aujourd'hui, bien sûr, à Thierry Réboul, directeur des cérémonies de Paris 2024, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Et nous saluons son travail, mais aussi nous saluons le travail de Daphné Burki, qui a travaillé sur les costumes et qui a dirigé tout le travail autour des costumes pour les artistes. Merci à monsieur aussi Boucheron d'être présent aujourd'hui. Il convient en effet de saluer le caractère collectif du travail que vous avez mené au nom de tous mes collègues. Je tiens ainsi à rendre hommage, et aussi d'ailleurs à rendre hommage aux centaines d'artistes et aux équipes très nombreuses regroupant l'ensemble des métiers du spectacle et de l'artisanat qui ont participé aux 4 cérémonies. Résultat de longs mois de travail acharné, les 4 cérémonies ont été préparées dans le plus grand secret. Sans doute, il n'est pas de véritable fête sans surprise. Elle devait répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, la France voulait marquer l'histoire en réalisant cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques dans un espace ouvert et non dans un stade. C'est ainsi que la scène a été choisie sur l'idée de Thierry Réboul. Comment vous êtes-vous saisi des différents espaces qui vous ont été offerts et comment vous êtes-vous plié aux contraintes que tout cela imposait? Ensuite, une histoire devait être racontée, celle de la France, bien sûr, mais une histoire que vous ne vouliez pas figer, que vous ne vouliez pas tourner vers le passé. Cette union dans la diversité était au cœur du message que les cérémonies ont véhiculé. Comment avez-vous travaillé cette mise en récit et quel bilan pouvez-vous en tirer? Enfin, un véritable trait d'union devait être établi entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, entre les athlètes et les para-athlètes. Comment vous êtes-vous attaché à concrétiser cette idée? J'aurai encore de très nombreuses questions à vous poser, que ce soit sur le travail qui a été mené pour capter en direct cette cérémonie en plein air ou sur la faculté d'adaptation face à la météo. Mais je sais que mes collègues vont être très nombreux à vous interroger. Et donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, messieurs plutôt, je vous cède la parole pour votre intervention liminaire de quelques minutes chacun, en essayant de ne pas dépasser 15 minutes en tout. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de nous accueillir également ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous à l'issue de cette séquence estivale des Jeux de Paris 2024. Et l'occasion pour nous de revenir sur ces cérémonies, ce qu'elles ont provoqué, ce qu'elles ont charrié, ce qu'elles portent comme symbole. Comme c'est un propos liminaire, je vais être assez général dans mon introduction pour vous rappeler le cadre dans lequel j'ai travaillé, comment nous avons travaillé, comment nous avons construit ces cérémonies et ce que nous pouvons en tirer à quelques mois maintenant, un peu moins d'un mois de la clôture de ces Jeux de Paris 2024. Effectivement, vous l'avez dit,
Lorsque j'ai été nommé directeur artistique, l'idée d'inscrire pour la première fois de l'histoire une cérémonie au cœur de la ville est une idée qui a été portée et travaillée par Thierry Reboul et les équipes de Paris 2024 avant même mon arrivée, et c'est l'écrin dont j'ai hérité. Écrin, somme toute, remarquable, magnifique, architecturalement, les monuments, Paris, bien sûr, et puis cette idée aussi de remettre la fête au cœur de la ville pour qu'une plus grande partie de la population puisse y assister, cette cérémonie comptant le plus grand nombre de spectateurs et spectatrices de l'histoire. Mais alors, si cet écrin était posé, comment s'en saisir? D'abord, ma première volonté était de bouleverser la structure même d'une cérémonie d'ouverture olympique en séparant, enfin non, en réunissant plutôt, en juxtaposant les trois grandes parties qui font les cérémonies, à savoir la parade des athlètes, le show spectaculaire, le spectacle, la partie artistique, et puis les éléments de protocole. C'était inédit. Le CIO a accepté cette proposition en février 2023. Et nous imaginions donc un grand spectacle qui pouvait se dérouler sur 6 km dans lequel les athlètes pourraient traverser. Et des éléments de protocole qui pourraient être inscrits aussi artistiquement dans tout le récit. Et j'y viens. Que raconter? Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie d'ouverture? Eh bien, c'est d'abord une célébration des athlètes. D'abord, c'est uniquement pour ça qu'on l'a fait. On leur dit bonjour et on leur dit bienvenue. Bienvenue au monde entier. Bienvenue chez nous, en France. Et c'est de là que tout part. J'arrive du théâtre public, vous l'avez dit, et j'ai dans mes auteurs favoris Victor Hugo. Victor Hugo dit dans la préface de Cromwell, je crois, qu'il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Alors nous y étions. Le grand, c'est la France, le vrai, ce sera nous. La France, donc. C'est pratique, la scène. C'est intéressant, la scène, puisqu'elle nous propose une portion de notre histoire, avec les monuments, avec les bâtiments, les sites, les ponts, les statues, les architectures, qui sont tout au long du fleuve, mais de manière non chronologique, ce qui nous permettait d'aller puiser avec ma bande d'auteurs et d'autrices, dont Patrick Boucheron, Leïla Slimani, Fanny Herrero et Damien Gabriac. Nous avons circulé le long de la Seine pour aller puiser dans chacun de ces sites ce qu'il charriait de notre grande histoire de France. Et puis, tous ces lieux, tous ces sites, Paris, en règle générale, est une ville qui charrie aussi des histoires plus culturelles, cinématographiques, picturales, littéraires, photographiques, scientifiques, technologiques. Et tout le long de la Seine, on pouvait aussi puiser à ces endroits-là. Et c'est comme ça que nous avons établi 12 tableaux, 12 grands tableaux, en puisant dans ces monuments-là et en tirant des fils qui nous permettaient de déployer 12 grandes thématiques qui nous semblaient représentatives de ce qu'était la France, de ce qu'elle était et ce qu'elle est. Et puis le nous. Après. Alors, pardon, oui. Très rapidement aussi, et vous allez peut-être en rire, la décision a été prise d'utiliser l'existant dans un souci de raisonnabilité écologique aussi, de ne pas trop construire de décors. Après tout, pourquoi construire des décors quand on a le plus beau? Et puis de toute façon, construire un décor à la hauteur du Louvre, de l'Institut de France, de tous les monuments qui sont sur le long de la Seine, c'était de toute façon impossible et trop déraisonnable. Et puis aussi, écologiquement, on s'est dit qu'il fallait avancer l'heure de départ de la cérémonie qui était initialement prévue à 20h24 pour la mettre à 19h30 en comptant sur la lumière du soleil qui nous permettait pendant 2/3 de la cérémonie de ne pas utiliser de lumière artificielle. Le soleil, malgré les nuages, a quand même permis que nous puissions dérouler ce spectacle en utilisant moins d'électricité, moins d'énergie, en étant raisonnable à cet endroit-là. Voilà pour le grand. Et pour le vrai, le nous. Quel est ce nous? Eh bien, on a décidé que ce seraient tous ceux et toutes celles qui ont fait la France et qui font aujourd'hui la France, qui la vivent. Nous savions qu'il fallait embrasser une très large diversité, toutes les générations, qu'il fallait s'adresser au plus grand nombre, ce qui est ma mission en fait depuis le début de mon parcours dans le théâtre public. Hein. C'est écrit dans toutes nos conventions de s'adresser au public le plus large possible. C'est d'ailleurs un très très beau projet de politique culturelle qui existe depuis, vous le savez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, et donc embrasser voilà, la pluralité des registres, des esthétiques, la diversité des influences, des arts, que chacun et que chacune puisse se sentir
à un moment donné dans la cérémonie, représenter. C'était important, le spectacle vivant est aussi un art de la représentation. Nous avons donc puisé dans le meilleur de la créativité française. Nous avons la chance d'avoir de très nombreux artistes dans toutes les disciplines dans notre pays, mais aussi dans notre patrimoine culturel, en allant piocher dans des titres de chansons, dans des références littéraires, cinématographiques, photographiques, picturales, etc. Il ne s'agissait pas seulement de juxtaposer cette diversité, les choses les unes après les autres, mais au contraire d'essayer de trouver de la synergie, de montrer que eh bien, ce qu'on peut croire qui ne va pas ensemble, eh bien, non seulement ça va ensemble, mais en plus ça crée de la beauté, ça crée de l'émotion, ça crée de la surprise, et donc ça crée cette unité qui a été un des mots beaucoup redits depuis la cérémonie. Montrer une France diverse, donc une France plurielle qui existe. Belle et bien. Je redis, belle et bien. Voilà comment ont été échafaudés ces 12 tableaux avec ces 2 axes de travail. Très heureux de lire que dès le lendemain de la cérémonie, 86% des Français estimaient que la cérémonie était réussie, dont 44% très réussie. 5% seulement estiment qu'elle n'a pas été réussie. Les mots de fierté sont beaucoup ressortis, d'unité. Et c'est ce que je voudrais finir par dire dans ce propos liminaire. J'en tire 2 grandes choses. D'abord qu'en embrassant la diversité, en montrant cette diversité, en la représentant, eh bien, on accède à l'unité. C'est une donnée qui m'a rendu fier, heureux, parce que l'universalisme, un universalisme est possible dans le dialogue avec les singularités. Quand on a été dans une volonté de considération, de reconnaissance et de représentation, j'insiste, eh bien tout à coup ce mot d'unité se concrétise, et ce mot de fierté arrive dans la bouche de celles et ceux qui m'ont écrit depuis ou qui me croisent dans la rue et qui m'arrêtent pour me parler de la cérémonie. Ce mot de fierté qui veut dire qu'un nous a existé, un grand nous a existé, se sentant donc tous et toutes faisant partie d'une même communauté, à savoir la France. Fiers à la fois de ce qu'était chacune d'entre nous, mais aussi fiers de ce que nous sommes ensemble. C'est ce que la cérémonie aussi a voulu montrer. Peut-être que ce qu'elle disait, je crois qu'elle disait que nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir bien vivre ensemble, même à bien vouloir bien vivre ensemble, mais que nous sommes moins bruyants et que cette cérémonie nous l'a montré, que c'était impossible, en tout cas plus loin possible. Enfin, deuxièmement, sur la culture, puisque nous sommes ici dans cette commission, qu'est-ce que nous a montré cette expérience? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Louis Jouvet disait que le théâtre, c'était le rassemblement par le rêve et qu'une belle pièce, c'est aussi une grande réconciliation. Je le cite. Eh bien, oui, le pouvoir unificateur du spectacle vivant, il a été constaté. L'outil qu'il représente pour faire société, la puissance réconciliatrice des imaginaires aussi, et le goût du sens. À quoi ça sert un spectacle vivant? Ça ne sert pas à dire il faut penser ceci ou il faut penser cela. Et moi-même, en tant que metteur en scène d'opéra, de théâtre, de comédie musicale, jamais il n'a été question pour moi d'imprimer quoi que ce soit d'une pensée de manière autoritaire au public auquel je m'adresse. Mais par contre, ne pas dire penser ceci ou penser cela, mais dire simplement penser. Oui, la pensée doit rester en circulation et le spectacle vivant, la culture en règle générale, nous permet cela. Parce qu'une pensée qui s'arrête, d'après moi, est une pensée qui forcément quelque part va créer de la violence, va créer de l'exclusion. Donc continuons à brasser toutes ces questions. Nous sommes tous et toutes vivants et vivantes au même endroit en même temps. C'est une espèce de chose très simple. C'est une donnée très simple, mais c'est aussi une donnée assez compliquée, très complexe. Et la culture, depuis qu'il y a des êtres vivants, je crois, et qu'on n'appelait pas encore ça la culture, brasse ces questions-là, interroge là-dessus et nous donne des éléments de réponse. C'est un outil pour faire société. Les Grecs l'avaient compris. Dans les Jeux Olympiques, il y avait des épreuves scéniques et puis des épreuves sportives. Jusqu'à la fin du XXe siècle aussi, des épreuves artistiques. Elles ne sont plus là aujourd'hui. C'est d'après moi un peu triste, parce que je crois que sport et culture sont au fondement de notre cohésion. Jean-Luc Lagarce disait aussi que les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur, et quand nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. C'est aussi à ça que sert notre culture, et notre culture vivante notamment, qu'il convient de défendre. Voilà, nous avons vécu collectivement ces cérémonies et ces compétitions d'ailleurs. Il ne s'agissait pas d'une hallucination collective, les Jeux ont montré un possible. Les Jeux sont faits, comme on dit, rien ne va plus, point d'interrogation. Nous avons choisi de donner comme titre à la première cérémonie « Ça ira ». Aujourd'hui, je crois qu'il en va de la responsabilité à la fois politique,
de la responsabilité médiatique, mais aussi de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous de perpétuer ces sentiments de fierté, ces sentiments d'unité, de perpétuer ce possible qui est apparu pendant cette séquence. Préférer l'accueil au rejet, bien sûr, la curiosité au jugement hâtif, la considération au mépris, la main tendue plutôt que le doigt qui pointe. Nous avions les discours, nous avions les convictions. Nous avons aujourd'hui tous et toutes, et nous partageons tous et toutes un constat, celui de cette séquence, un constat qui est indiscutable, sur lequel nous appuyer les uns les unes les autres pour avancer ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Boucheron, à vous. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Ça ira était un nom de code avant d'être le titre de notre première cérémonie. Ça ira, on se le disait collectivement, les dents serrées face à tant d'adversité. Je pense que ça a été. Évidemment, on a toujours sous la loupe médiatique des réseaux sociaux tendance à exagérer les polémiques, mais je crois vraiment que ça a été. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cet été que l'on a rêvé, c'est vrai, mais comme le dit si bien Thomas Joly, que l'on n'a pas halluciné? Quelles sont les leçons politiques qu'on peut en tirer? Jugez l'incongruité de ma situation. Je suis un historien qui a un rôle public et qui normalement devrait commenter, qui devrait... c'est ce que je tente de faire, prendre des contenus culturels et les adresser peut-être à vous toutes et tous, le monde politique, en tout cas le monde des responsables, pour dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Sauf que j'ai été pris dans cette aventure. C'est que j'ai été évidemment un des, mais parmi tant d'autres, parmi 2000, un des acteurs de cette création collective. Alors, fierté est un mot qu'on a déjà beaucoup prononcé, que je voudrais à nouveau redire, car il nous est plus souvent adressé qu'on ne l'exprime nous-mêmes. Je voudrais juste en dire un autre, pour le placer ici, comme manifeste contre la peur, en effet, et puis on n'y reviendra peut-être plus. Mais c'était celle de joie, une joie toute politique, une de ces joies qui vous prend intimement et dont on comprend qu'il faut la donner en partage. Pourquoi ? Parce qu'on peut quand même considérer, et je serai rapide pour pouvoir ensuite vous écouter, on peut quand même considérer que nous vivons un nous large qui respire mieux, effectivement. Nous vivons dans un pays qui a rendu possible cela, qui a souhaité qu'un homme de théâtre comme Thomas Joly, dont l'œuvre à elle seule dément ce qu'on pourrait considéré comme inconciliable, le grand public et l'exigence, puisque c'est à la fois un metteur en scène du répertoire, Shakespeare, Sénèque, et puis une comédie musicale, Starmania, que lui-même et pas un spécialiste de l'événementiel ou quelqu'un qui fait des grands spectacles, des Super Bowls, qu'on lui confie à lui et que lui-même ait envie qu'une équipe d'autrices et d'auteurs, c'est là où j'étais, ensuite il y a eu tout le reste, la mise en scène, j'allais dire en beauté, de notre récit. Mais moi, j'ai travaillé uniquement dans ce petit groupe avec Thomas Joly, Damien Gabriac, Fanny Herrero et Leila Slimani. Et là encore, ça fait quand même un portrait assez ressemblant, non seulement de la France, mais de la France telle qu'une politique culturelle comme celle que vous avez effectivement la charge de défendre peut la rêver. Un historien, une scénariste de 10% ou du village français, une écrivaine spécialiste de la francophonie qui a eu le prix Goncourt. C'est pas banal quand même comme casting. C'est pas d'ordinaire ce qu'on attend dans d'autres pays qui, dans telle occasion. Eh bien, ça a eu lieu. Alors, quelle conclusion on peut en tirer? D'abord, voyez, ici même, jusqu'à Noël, dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, ces statues de femmes qui nous donnent rendez-vous vers quoi? Vers le fait simplement que pour les regarder, parce qu'elles sont hautes, 4 mètres, il faut un peu lever les yeux. Nous, ce qu'on a voulu faire, tout simplement, c'était faire un peu lever les yeux.
vers ce qui est d'ordinaire placé au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi c'est un peu haut? C'est parce que on n'y est pas encore. C'est un projet. C'est la société, c'est vrai, telle qu'elle est. La France, bel et bien, mais un peu élevée, un peu soulevée, un peu espérée. Enfin, c'est effectivement ce qu'on peut construire ensemble. Mais pour cela, il faut, parce que je pense que vous n'êtes pas là pour commenter vos impressions. Il y a une liberté de création en France, il y a aussi une liberté de commentaire, donc chacun a le droit d'aimer plus ou moins tel tableau. Mais je pense que ce qui nous importe, et en tout cas ce qui importe à la représentation nationale, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça. Quelle politique culturelle on peut évidemment tenter d'inspirer pour non pas prolonger l'esprit des jeux, les jeux sont faits, mais pour en sortir un peu grandi. Pas seulement en politique culturelle d'ailleurs. Voilà, du point de vue de la police, de l'ordre public, du point de vue des mobilisations militantes, du point de vue de l'urbanisme, du point de vue du développement durable. Il y a sans doute plein de leçons à tirer. Mais sur la politique culturelle, ce que nous avons vu, c'est qu'il est évidemment absurde d'opposer le patrimoine aux arts vivants, puisque exactement, tu citais Jean Vilar, exactement comme effectivement Jean Vilar dans cette utopie d'après-guerre qu'est le festival d'Avignon place un gradin au cœur du palais des papes. Il faut bien comprendre que si on met un gradin devant un monument, chacun se grandira, et le monument et le spectacle qu'on va y donner. Et que cela a fait encore une fois lever les yeux des Françaises et des Français vers une ville qu'ils croyaient connaître et aimer, mais qu'ils connaissent et qu'ils aiment encore davantage. Le fait que ça a été donné à voir au monde aura tout de même des effets bénéfiques sur non seulement le tourisme ou le commerce extérieur, mais d'une certaine manière sur l'idée qu'on se fait de notre propre histoire. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Originellement, le fait de mettre les jeux au cœur de la ville, qui est une idée ancienne, qui est une idée fondatrice, eh bien, elle part d'une analyse de ce qu'ont fait les Jeux olympiques à la ville depuis Barcelone 1992. On dit d'ordinaire que les Jeux olympiques sont un opérateur de transformation urbaine. Paris 2024, et encore une fois, c'est une décision essentielle dont on hérite. Paris 2024 décide en somme, non pas de changer la ville, mais de changer le regard que nous avons sur la ville. Et ça change tout. Et ça change tout. C'est un changement qui est profond, qui est puissant, mais qui n'est pas définitif et durable. Ce n'est pas parce que nous avons vécu un beau moment, je crois que ce fut un beau moment, que l'ensemble des problèmes est réglé. Ils le seront si on s'empare de ce que cela a fait à la société française et si on le pense démocratiquement. Pour terminer, je dirais que lorsque nous travaillons, et je ne me souviens que de ça, c'est de la joie féroce du travail collectif. Lorsque nous travaillons, notre espoir, c'est de dire, et si il y avait une image qui restait, comme évidemment on pense à les images de 1989, Jesse Norman, mais il y en a eu plusieurs. Je crois franchement qu'il y en a eu plusieurs. Et les images, c'est des points d'arrêt dans justement une tendance qui peuvent nous amener vers le pire. Des points d'arrêt pour effectivement ne pas toujours aller vers la peur. Des points d'arrêt dans une dynamique qu'on voudrait effectivement, dans tous les sens du terme, retenir. Alors on peut s'en souvenir, bien sûr. Et les images, d'une certaine manière, elles vont leur chemin vers les imaginaires divers de celles et ceux qui l'ont vu ici et ailleurs. Mais on doit aussi peut-être s'en saisir, et s'en saisir collectivement, et s'en saisir politiquement. Et c'est pour ça que nous sommes, je crois pouvoir le dire, très fiers et très heureux d'être devant vous aujourd'hui.
Je vous remercie. Donc, je vous explique notre façon de procéder. Nous allons avoir des orateurs de groupes politiques qui vont prendre la parole et poser une question pour 2 minutes chacun. Donc, une dizaine d'orateurs. Donc, ils vont avoir la parole au fur et à mesure. Et vous répondrez ensuite d'un seul bloc. C'est un exercice un peu compliqué. Donc, voilà. Nous commençons par le Rassemblement national avec Tiffany Joncourt. Ça fonctionne ? Oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur Boucheron, Monsieur Joly. Je commencerai par vous féliciter pour le succès de cette cérémonie. À titre personnel, j'ai eu l'occasion en famille de m'émouvoir en entendant Axel Saint-Cyrel chanter la Marseillaise juchée sur le toit du Grand Palais. J'ai pu, comme nombre de Français, m'émerveiller devant l'impressionnante transformation du pont d'Austerlitz en drapeau bleu-blanc-rouge, ou encore devant l'incroyable prestation de Céline Dion déclamant l'hymne à l'amour depuis la Tour Eiffel au monde entier. Je le redis, cette cérémonie, comme l'ensemble des Jeux, ont été une réussite et ont fait la fierté de notre pays. J'en profite également pour féliciter à nouveau, au nom du groupe Rassemblement national, nos athlètes pour leur excellente campagne olympique et paralympique. Bravo encore à nos milliers de bénévoles, sans qui rien n'aurait pu se faire. Cependant, alors même que les yeux du monde entier étaient rivés sur la France, nous nous interrogeons sur certains choix artistiques. Cette cérémonie avait pour but de rassembler et de promouvoir notre magnifique culture française. Le choix de la mise en scène de la décapitation de Marie-Antoinette devant un audimat parfois très jeune peut donc être questionné. De même, si la satire occupe une place importante dans notre histoire, la représentation de la scène a pu choquer à travers le monde. Aviez-vous alors conscience que certains tableaux pouvaient affecter la vocation universelle de la France, qui est de parler à toutes les nations, vocation qui devait être à l'ordre du jour d'une telle célébration et à laquelle vous avez su répondre par ailleurs? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour Ensemble pour la République, Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Monsieur Boucheron, Monsieur Joly, au nom des députés du groupe Ensemble pour la République, je tenais tout d'abord à vous remercier pour les moments de création et de cohésion uniques et inoubliables. Les cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont chacune proposé une célébration de la culture française en prenant soin d'en exposer aussi bien le grand, le nous, dans toute sa diversité. Des choix ambitieux, inédits et bienvenus. À de nombreuses critiques, j'opposerai, comme vous l'avez rappelé, que 85% des Français ont estimé que la cérémonie d'ouverture a été un succès, qu'en France, plus de 24 millions de téléspectateurs ont pu admirer sur le service public les différentes références culturelles et historiques de notre pays. Je pense notamment à la divulgation des statues des 10 femmes en or ayant marqué l'histoire de la France par leurs accomplissements et que l'on peut dorénavant retrouver dans la cour d'honneur de notre Assemblée nationale. Mais également au mélange d'Ayana Kamura, Charles Aznavour et la garde républicaine, ou encore notre tempérament révolutionnaire incarné par Gojira depuis la Conciergerie. Ces références françaises, par leur diversité, ont parlé au monde entier. Vos spectacles vivants ont été prolongés, magnifiés et partagés grâce au numérique, des milliards de vidéos ayant été visionnées. Vous avez ainsi réussi à accomplir la mission qui vous avait été confiée, à savoir convier le spectacle vivant en outil d'expression d'une identité et de cohésion, tout en permettant la valorisation de notre patrimoine, de notre histoire, par la réalisation de cette cérémonie d'ouverture dans l'espace public parisien. Quelles sont les principales questions que vous vous êtes posées dans l'investissement de cet espace public, aussi bien physique que numérique, que vous vous êtes posées de façon peut-être inédite? Autre question, la réussite des cérémonies permettra-t-elle, selon vous, d'encourager l'unité par l'expression des diversités et des singularités dans les spectacles vivants en France, aussi bien dans les salles que dans les espaces publics? Et comment les politiques publiques pourraient-elles l'encourager davantage? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour LFI-NFP, Sarah Legrain. Attends, parce que celui-là, oui, celui-là, il marche. Alors, merci donc, Madame la Présidente. Chers invités, c'est un plaisir de vous accueillir ici dans cette commission présidée par le Nouveau Front Populaire, comme une façon de rappeler que, contrairement aux apparences, il a gagné. Je veux vous dire merci pour ces cérémonies, notamment celle d'ouverture, que l'on peut d'ores et déjà qualifier de légendaire.
Nous avons été nombreuses à avoir été enchantées, à reconnaître dans vos tableaux la France qui nous rend fiers, la France de l'amour et de la révolution, la France qui venait de se mobiliser massivement pour battre la haine, rompre avec la guerre de tous contre tous et renouer avec sa devise liberté, égalité, fraternité. Alors, au-delà de l'enchantement, vous avez aussi provoqué du trouble, du questionnement, et c'est bien le propre de l'art, surtout quand il se fait cérémonie. Aimer ou pas aimer, récupération ou insoumission, référence autocentrée ou pour le monde entier. Mais aux antipodes de cette effervescence du débat esthético-politique, il y a aussi eu des anathèmes, des injures, des menaces. Un harcèlement qui vous a poussé à porter plainte, vous, Thomas Joly, Daphné Burki, mais aussi Niki Doll et Barbara Butch, à qui j'adresse tout mon soutien. Alors pourquoi cette violence, si ce n'est pour vous faire taire? Fait ironique, la censure émane de ceux-là même qui ne cessent de crier à la cancel culture. Et ma collègue RN vient de faire la démonstration. Ils rêvent d'effacer Anna Nakamura et la garde républicaine, l'hommage au marivaudage, le festin olympien des drag queens, la nudité et peut-être aussi le discours de paix de Philippe Catherine. Les mêmes, en reprochant à l'art d'être politique, montrent leur rêve d'exercer une pression politique sur l'art. Or, la liberté de création fait partie de notre démocratie, tout comme d'ailleurs la liberté académique, menacée par des chasses aux sorcières que vous avez pu subir, Patrick Boucheron, et qui valent aujourd'hui à certains perdants d'être d'ailleurs récompensés d'un ministère. Les attaques que vous avez subies semblent faire écho à un nombre croissant d'annulations de spectacles, d'autocensure de programmateurs bien documentés aujourd'hui, du fait de pressions violentes de groupes d'extrême droite, voire directement de pression des financeurs publics ou privés plus ou moins bollorisés. Alors je voulais savoir si vous pensez qu'il y a matière à s'alarmer aujourd'hui pour la liberté de création, et est-ce que vous pensez que nous, parlementaires, nous devrions nous saisir de cette question? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Emmanuel Grégoire. Madame la Présidente, mes chers collègues, cher Thomas Joly, cher Patrick Boucheron, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que j'interviens ici, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques ont occupé 10 ans de ma vie comme adjoint de Anne Hidalgo et 6 ans comme premier adjoint. Je veux à la fois saluer son leadership, mon plaisir d'avoir œuvré à ses côtés, à vos côtés, et en particulier de Tony Estanguet et des équipes de Paris 2024. Ces cérémonies, par leur qualité culturelle, ont marqué les esprits, non seulement en France, mais bien au-delà de nos frontières. Et nous devons, à ce titre, vous en exprimer gratitude et fierté. Organisée dans le plus beau théâtre du monde, Paris, la portée culturelle de ces cérémonies a été saluée par les critiques du monde entier pour avoir réussi à mêler histoire, modernité et valeurs universelles. C'est une nouvelle bataille d'Hernani qui a été gagnée, faisant la singularité et la puissance de notre très longue histoire culturelle, qu'il me soit permis de rendre un hommage admiratif au monde du théâtre français. Ce symbole fort de diversité, de lutte contre les discriminations, contraste avec l'engagement du gouvernement sur ces mêmes questions, à la lecture des positions de certains ministres sur l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations qui soulèvent interrogations et inquiétudes. Est-ce l'héritage des Jeux qui conduit à baisser de 200 millions d'euros le budget du sport pour 2025 ? Est-ce l'héritage des Jeux d'une coupe de 204 millions d'euros pour la culture ? Ces coupes menacent directement l'héritage et je ne parle pas des 12 millions de personnes invisibilisées, un gouvernement sans le handicap et sans les personnes handicapées, comme le disent les associations. Ma question est la suivante. Quel héritage politique et symbolique vous attendez de ces Jeux olympiques et paralympiques pour la promesse des valeurs que vous avez portées? Par ailleurs, qu'il me soit aussi permis de rendre hommage à vous, Thomas Joly, à tous ceux qui ont été victimes d'un harcèlement absolument honteux. Je pense à Philippe Catherine, à Barbara Butch, à Niki Doll, à Aya Nakamura, à travers eux, tous les artistes qui sont discriminés, qui sont menacés dans le monde, dans leur engagement et dans leur création. Devant la mémoire de nos yeux embués et la chair de poule, stimulée par l'étreint des émotions collectives comme seule la culture et le sport le permettent, aidez-nous à rêver que ce n'était pas qu'un rêve, que le souvenir de ces Jeux sera non pas la nostalgie d'une parenthèse heureuse, mais la belle promesse d'un avenir plein d'espoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour la droite républicaine, Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente. Cet été, la nation s'est rassemblée autour de Paris 2024, ce magnifique événement olympique et des exploits sportifs de nos athlètes. Ces Jeux olympiques ont été une réussite et ils ont été une réussite collective, vous l'avez souligné. D'après les chiffres de France Télévisions, 24,4 millions de Français ont suivi la cérémonie d'ouverture des JO. Pour la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques, près de 18 millions de Français ont suivi ces cérémonies, preuve de leur succès télévisuel. Et de même, à l'international, des chiffres exceptionnels ont été constatés. Dès le début, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, inédite en ayant choisi la scène, représentait d'immenses défis. Elle a été grandiose, iconique,
révolutionnaire d'une certaine façon, française finalement. Elle a été à la fois encensée et décriée par la presse nationale et internationale. Monsieur Joly, vous avez fait l'objet de critiques, parfois au-delà de l'inacceptable, au-delà de l'acceptable, pardon. Et j'ai moi-même pu le constater en recevant sur ma boîte mail des messages nauséabonds, fleurant parfois le complotisme sur votre travail. Je veux vous redire tout mon soutien et la nécessité de condamner ces propos. Ma question première donc, porte sur la réalisation de la cérémonie d'ouverture des JO dans les médias. Vous avez déclaré que le réalisateur britannique avait, je cite, loupé beaucoup de moments. Alors évidemment, la météo a sans doute perturbé ce spectacle, mais est-ce que vous aviez travaillé avec lui et son équipe sur cet événement ? Visiblement, il a été imposé par le CIO qui produisait via sa société de radio-télévision OBS. Est-ce qu'il y a eu des discussions en amont donc, pour choisir un autre réalisateur ? La musique a aussi été un marqueur de ces cérémonies et la variété française a été mise à l'honneur et également la musique électro, même si on a pu regretter l'absence de David Guetta. Comment avez-vous travaillé aussi avec les sponsors des Jeux qui sont apparus beaucoup à l'image lors des cérémonies ? Leur soutien, évidemment, a contribué à limiter la dépense publique. Néanmoins, cela ne devait pas entraver la création artistique. Alors, ont-ils cherché à imposer des choses ou à refuser d'autres ? Cela s'est-il fait en bonne intelligence ? Je voulais aussi souligner, évidemment, la très belle séquence sur les 10 femmes à l'Assemblée nationale, sur les 10 femmes françaises que l'on retrouve désormais à l'Assemblée nationale. Et enfin, comme vous le savez, donc 2030, les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront dans les Alpes françaises. Donc, auriez-vous des conseils, évidemment, à soumettre et à faire part de l'expérience de l'organisation de Paris 2024 pour cette belle cérémonie que nous aurons l'honneur d'accueillir ? Merci. 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 Pour le groupe écologiste et social, Stevie Gustave. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à féliciter messieurs Thomas Joly et Patrick Boucheron, ainsi que l'équipe de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques pour leur travail. Cette cérémonie a mis en lumière une France plurielle, où les plus grandes figures culturelles et sportives sont issues de l'immigration ou des Outre-mer. Cette célébration a révélé une nouvelle vision de notre culture, sans nier son histoire, sans cacher ses beaux succès. Elle a combiné patrimoine et modernité, tradition et inclusion. Elle a réuni des artistes populaires, des athlètes paralympiques, des figures emblématiques de la diversité. Enfin, la culture populaire est reconnue comme une fierté patrimoniale au même niveau que la culture classique. C'est ça la France. Le ballet, le breakdance, le hip-hop, le métal, la pop, le jazz, Céline Dion, Aya Nakamura, la garde républicaine et Philippe Catherine. Et nos monuments nationaux en écrin majestueux à ces cultures en fusion et en dialogue. Ce n'est pas une simple question d'art ou de divertissement, mais une revendication d'égalité culturelle, une affirmation que chaque identité, chaque histoire a sa place au sein de notre nation. J'aurais pu modestement figurer dans l'un de vos tableaux, de Pupille de la Nation au breakdance, du breakdance à France Gall, de France Gall à la politique, et aujourd'hui député de la Nation, fier de l'être avec mes dreadlocks. La culture et l'art sont politiques par essence, dans ce qu'ils racontent, dans les récits et imaginaires qu'ils mettent en scène. Les choix artistiques et surtout les réactions qu'elles ont suscitées lors de la cérémonie d'ouverture des JO en sont la preuve. La réaction de l'extrême droite qui s'est sentie menacée et fragilisée par ces représentations de diversité, qu'elles soient culturelles, de genre ou d'origine, dit-elle aussi beaucoup du pouvoir de la culture. Aujourd'hui, plus que jamais, doit résonner la force de la culture pour lutter contre la montée du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Messieurs, dans ces contextes, comment avez-vous reçu les critiques politiques et les choix artistiques de la cérémonie ? Et je voulais vous dire encore une fois, bravo et merci. Merci beaucoup. Pour les démocrates, Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, messieurs. Au nom des députés du groupe démocrate, que vous dire sinon merci. Merci pour les émotions et les questionnements. Merci au nom de tous les artistes et représentants des métiers de l'art qui ont été associés. Merci au nom des milliers de spectateurs et milliards de téléspectateurs qui ont découvert Paris sous un autre angle. Merci d'avoir permis à la France d'être, comme elle doit l'être, une et indivisible. Merci pour ces cérémonies loin des clichés touristiques, mais avec tout ce qui nous ressemble et nous rassemble, cet esprit français impertinent, un peu submersif,
Cette French Touch unique au monde qui met en avant l'universalisme au service d'une unité menacée par les multiples fractures. Mais il faut aussi reconnaître que certains tableaux de la cérémonie d'ouverture ont pu questionner, voire être incompris par certains Français. Leur accueil a surtout révélé une fracture entre deux France, celle des villes et celle de nos territoires, notamment ruraux. L'Île-de-France et en premier lieu Paris concentrent un nombre d'équipements culturels plus élevé que le reste du territoire, bénéficiant de plusieurs siècles de centralisme culturel. Comme nombre de députés ici présents, nous représentons des habitants de territoires ruraux. Je viens d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, et dans ce beau territoire rural, nous avons soif de culture. Certaines initiatives existent, à l'image du Printemps de la ruralité ou encore la candidature de Clermont Massif Central à la capitale européenne de la culture en 2028 que j'avais soutenue. L'idée était alors de proposer à l'Europe une candidature en forme de passerelle entre urbain et rural, basée sur la complémentarité des territoires de la tristement célèbre diagonale du vide. Or, la culture dans la ruralité est essentielle. Ma question est courte, mais complexe dans la mise en œuvre, mais vous l'avez démontré, impossible n'est pas français. Alors, comment envisageriez-vous de diffuser l'héritage culturel des Jeux Olympiques à travers nos territoires ruraux? Je vous remercie. Donc, pour le groupe Horizon et Indépendant, Béatrice Bellamy. Madame la Présidente, chers invités, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un succès organisationnel, populaire, culturel et sportif. Ils ont été salués comme tels par une grande partie du monde. Je suis heureuse que notre commission débute cette nouvelle législature par les bilans des Jeux. Nous sommes là dans une des missions essentielles de la représentation nationale, celle de l'évaluation. Je suis convaincue que les Jeux prendront une place majeure dans l'histoire, les jours heureux qui ont fait la France. D'autant plus en considérant le contexte pour le moins compliqué, avant comme après. Loin des Cassandres qui promettaient le pire, Paris 2024 a réussi un tour de force, celui de réconcilier le sentiment d'appartenance nationale et la fierté d'être français avec le goût du monde. Et cela, on le doit en partie au bilan artistique et culturel des Jeux. Au nom des députés Horizon, avant de vous poser 3 questions, je souhaitais tout simplement vous dire merci. Premièrement, vous n'avez pas cherché à faire dans le consensuel, cela s'est vu. Avez-vous été surpris par les polémiques, notamment pour la cérémonie d'ouverture, ou considérez-vous que cela fait partie de notre culture? Je ne parle évidemment pas des injures et du cyberharcèlement, et j'espère fait l'objet de poursuites. Deuxièmement, personne n'a oublié la pluie qui s'est invitée lors de la cérémonie d'ouverture. Quels aménagements de dernière minute avez-vous dû arbitrer pour faire face aux intempéries? Certains choix ont-ils transformé la lecture de la cérémonie par le grand public? Enfin, troisièmement, il n'y a pas de jours heureux sans héritage. Quel sera l'héritage des Jeux, notamment en matière de créativité et de spectacle vivant, que nous retrouverons dans nos théâtres et dans nos scènes nationales? Les Olympiades culturelles en amont de Paris 2024 ont-elles, selon vous, eu un effet bénéfique à long terme sur les territoires? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Lyot, Joël Bruno. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Je m'associe évidemment à toutes les félicitations qui vous ont été adressées, messieurs, ainsi qu'à toutes les équipes qui vous ont entourés pour ce moment finalement inoubliable auquel, de fait, les historiens jugeront que ça fera partie de ces moments où les Français ont sans doute été heureux et ils sont finalement trop peu nombreux. Moi, j'avais une question en particulier à vous, Thomas Joly, puisque j'ai eu la chance en quelque sorte de croiser vos réalisations et productions en tant que maire de Caen, puisque vous êtes souvent produit au théâtre. Vous avez fait aussi vos études, une partie de vos études en tous les cas dans notre ville. Et j'ai été un peu, interpellé par une interview que vous avez donnée, je crois que c'était au journal Le Monde, et je cite, si on veut dans le but des prolongements possibles à la réussite d'un spectacle culturel, populaire, à grande échelle. Et vous disiez que si on veut une démocratisation de notre culture, il faut tout revoir, nos fonctionnements, nos habitudes, nos rythmes, changer nos modes d'adresse au public, incarner de plus en plus les lieux.
Vous ajoutez que tout en défendant l'institution, vous invitez cette institution, j'imagine l'institution culturelle plus classique, à se décloisonner davantage. La question que je voulais vous poser, en tant qu'ancien patron de CDN, c'est comment vous pouvez expliquer que finalement le fait d'avoir aussi bien réussi un spectacle culturel populaire de l'ampleur que nous avons tous évidemment admiré, fait qu'aujourd'hui, vous êtes finalement par vos pairs peut-être moins bien accepté et moins reconnu qu'avant. Merci. Ensuite, nous avons pour le groupe GDR, Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente, messieurs. Tout d'abord, je tenais à remercier la Présidente de vous avoir invité aujourd'hui dans cette commission des affaires culturelles et souhaiterais vous dire à quel point je suis très heureuse de pouvoir dire ici que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été un succès et le théâtre d'une ferveur et d'un enthousiasme hors du commun dans notre pays. Et les cérémonies d'ouverture et de clôture que vous avez mis en scène ont participé pleinement à cet enchantement et je tiens ainsi que mon groupe, le groupe GDR, à vous féliciter pour ce travail absolument grandiose. Ce spectacle planétaire a eu pour principal mérite de réussir à montrer la force politique des images, c'est-à-dire créer un imaginaire qui nous rassemble et nous ressemble, qui met en scène la diversité des corps et des formes artistiques, qui rappelle la place des femmes au cœur de notre histoire commune, qui représente le passé et l'avenir, la France et le monde. Face aux discours réactionnaires qui ont cherché à instrumentaliser ces cérémonies au profit de thèses conservatrices, nous répondons en reprenant les mots de M. Patrick Boucheron, qu'il est question de chercher dans le passé révolutionnaire de quoi affirmer au futur une confiance dans l'avenir. À travers ces cérémonies, nous avons vu comment la culture et l'histoire ont dialogué et il faut continuer à faire vivre l'idéologie héritée de notre passé révolutionnaire, dont celle de rendre la culture accessible à tous. Cette exigence, le Front populaire en a fait, il y a un siècle, un de ses principaux combats qui reste encore d'actualité. En ce sens, je souhaiterais vous demander en quoi et comment ces Jeux peuvent être à l'origine d'une vaste politique de démocratisation de la culture dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Et enfin, pour finir, le groupe UDR, Bartholomé Lenoir. Merci Madame la Présidente. Messieurs, je voudrais évoquer avec vous le sujet des campagnes françaises. Les JO de Paris ont certes été ceux d'une ville, et leur ouverture sur les bords de la Seine l'ont mise en valeur avec brio, encore une fois aux yeux du monde. Néanmoins, les Jeux de Paris n'auraient pu exister sans l'apport considérable de nos campagnes à leur capitale. Je pense au travail de nos agriculteurs qui remplit les assiettes des bistrots parisiens. Je pense aussi, dans un relief plus historique, à ces ouvriers venus de la France entière pour édifier la Tour Eiffel, symbole de Paris qui était au cœur de cette cérémonie d'ouverture. Ils méritent notre reconnaissance. Si je vous parle de ce sujet, c'est parce que la fracture entre notre capitale et ses campagnes se creuse et qu'il existe désormais une rupture entre les urbains et les ruraux. Le rôle d'une capitale est d'incarner l'exception culturelle et le savoir-faire de ses campagnes. Paris fut pendant si longtemps la plus belle incarnation de notre pays et ne saurait être une capitale mondiale sans être l'étendard de la France entière. Il me semble que la cérémonie d'ouverture se devait de leur rendre hommage, comme les Anglais avaient su le faire en 2012. Enfin, sur un tout autre sujet, ce sont bien tous les contribuables français qui vont assumer le coût des JO. Paris 2024 doit les en remercier. Ainsi, j'aimerais simplement vous demander, si ces Jeux ont été une grande réussite, avez-vous pensé à nos campagnes lorsque vous avez conçu la cérémonie d'ouverture? Est-ce que, selon vous, cette cérémonie a suffisamment mis en valeur nos campagnes sans qui Paris ne serait pas Paris? Bien, je vous remercie. Donc maintenant, l'exercice périlleux, ça va être de répondre à l'ensemble des questions dans un temps imparti, c'est-à-dire une quinzaine de minutes au maximum. Très bien, Madame la Présidente. Dans ce cas-là, on y va. Voilà. Nous allons nous donner la parole, sans doute. Vous nous aviez prévenu effectivement que c'était un exercice difficile. Voilà, il l'est assurément. D'abord, vous remercier pour l'ensemble de ces éclairages, de ces commentaires. Ne pas nous en vouloir non plus si, justement, tant de
sollicitations restent sans réponse, il y a une raison de fond, qui est que, effectivement, le fait d'aller inventer et promouvoir et défendre des politiques publiques qui seraient susceptibles d'accompagner et d'une certaine manière de faire en sorte que voilà, on en sorte quelque chose de cette période des Jeux, ben, je serais presque tenté de dire que c'est quand même à vous de jouer et que nous, on n'a rien fait d'autre que de produire un événement de pensée et de création, et vous l'avez fort bien dit, et qu'à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la collectivité nationale qui doit s'en saisir. C'est pas pour ça qu'on ne va pas répondre, et Thomas va répondre aussi sur ces quelques points précis, sans doute, sur le théâtre public, etc. Pour ce qui me concerne, certaines de vos interventions ont aussi parlé du rapport au savoir, à la démocratie, aux campagnes, et tout cela, évidemment, m'interpelle. J'enseigne au Collège de France, et cette France, c'est assurément toute la France. Je voudrais juste dire aussi quelque chose, puisque vous avez effectivement parmi vos attributions le sport. Si, assurément, cet été a ouvert les yeux, si, d'une certaine manière, il peut être historique par le bouleversement des représentations, c'est pas simplement par les cérémonies d'ouverture, c'est qu'en tant que ces cérémonies, elles ouvraient des Jeux olympiques. Elles ouvraient à ce qui a quand même été le plus spectaculaire, c'est-à-dire véritablement, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès dans la représentation. Je voudrais partir de la fin. Par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ce qu'on avait comme ambition dans l'équipe artistique, c'était de donner à voir de manière allégorique ce qu'on ne cesserait de voir ensuite dans les 10 jours qui allaient suivre, et que d'une certaine manière, je ne veux pas faire, moi, la distinction entre ce qui nous appartient, parce que d'une certaine manière on l'a pensé, et ce qui nous a surpris, émerveillés ensuite, le cécifoot, voilà, l'ensemble des... et ça fait partie, au fond, de cet héritage. Et d'une certaine manière, la question du handicap, la question de l'accessibilité à la culture, tout cela, effectivement, a à voir avec la politique globale de la diversité. Ce que je retiens aussi de l'ensemble de vos remarques et questions, c'est que, on ne l'a pas dit, mais d'une certaine manière, vous l'avez mieux exprimé qu'on ne pouvait le faire, ce qui nous appartient aussi, sans doute collectivement et politiquement, de défendre, c'est ce moment où le patriotisme a été remis au bon endroit. C'est-à-dire celui, vous l'avez dit, de la fierté et pas de l'agressivité, disons, nationaliste. C'est-à-dire fier de ce que nous sommes sans avoir à l'opposer à d'autres que nous, mais de manière accueillante et ouverte. Et cette explosivité du drapeau français, sur lequel commençait la première des cérémonies, d'une certaine manière, elle a donné le là. Voilà. Ça, c'est un propos très général. Mais pour le reste, il y a des questions particulières auxquelles, Thomas, on peut sans doute répondre. Et on va essayer de le faire pas à pas, rapidement. Merci pour vos questions et vos remarques et vos félicitations et votre attention. Je vais commencer par parler de ce que je crois être, de mon expérience en tout cas, d'acteur et de metteur en scène de théâtre public en milieu rural, où j'ai grandi. Je suis dans un tout petit village de Normandie de 200 habitants, où il n'y a pas un théâtre et même pas un magasin, en fait. Donc voilà, et je ne sais pas, enfin si, je sais très bien pourquoi, parce qu'à l'école, il y a une professeure de français qui, tout à coup, me met dans les mains Corneille. Il y a des acteurs, des actrices qui viennent dans mon collège, un collège où c'était pas simple, en tant que jeune garçon qui est libre, qui est victime de harcèlement au collège aussi. Et là où tout à coup le théâtre devient pour moi un endroit
Un endroit de possibilité d'être au monde comme je suis, parce que le théâtre exploite et se nourrit. Les acteurs et les actrices ne sont pas des gens qui mettent des costumes et rentrent dans la peau des personnages. Les acteurs et les actrices sont des gens qui exploitent ce qu'ils sont et ce qu'elles sont pour les donner, les mettre au service d'un texte, d'une poésie, d'une histoire. Donc le théâtre tout à coup devient un endroit qui est important pour moi. Le théâtre m'a tout donné et je n'ai jamais... Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études dans des cours privés ou de venir à Paris. Donc en fait, le théâtre public, je l'ai appris parce que la République l'a mis en place, parce que ce sont les options théâtre dans les lycées qu'il faut absolument préserver, parce que c'est l'université de Caen, monsieur, vous avez raison, des études théâtrales, c'est les conservatoires, c'est l'école ensuite nationale supérieure du Théâtre national de Bretagne à Rennes. Donc une formation d'acteur gratuite. Et quand je suis sorti de l'école, ma volonté, immédiatement, c'était de rendre ce à quoi moi j'avais eu droit. De le rendre, parce que non seulement ça m'a fait en tant qu'artiste, mais ça m'a fait aussi en tant que citoyen, en tant que personne. Ça a construit mon esprit critique. Apprendre le théâtre, c'est pas seulement apprendre des textes et être dirigé par des metteurs en scène, c'est aller voir des spectacles. Et j'avais la chance, gratuitement, d'aller dans les endroits où je travaillais, où j'étais formé, de voir des spectacles auxquels je ne m'attendais pas du tout. Des esthétiques folles, des gens venus de l'étranger aussi, de la danse, du cirque, du théâtre, enfin bref, de l'opéra, etc. Et toute cette fabrication de mon esprit critique, cette curiosité, des fois aussi d'être dérouté, etc., on fait qui je suis. Et j'ai voulu rendre ça. Donc j'ai créé une compagnie à Gaillon, dans l'Eure, à Gaillon, qui a commencé avec un tout petit spectacle qui s'appelle Arlequin poli par l'amour de Marivaux, que nous avons monté en faisant une collecte de vêtements auprès des habitants pour avoir des costumes, parce que nous n'avions pas les moyens de se payer des costumes. Nous achetions des couvertures de survie à la pharmacie pour les découper et en faire des paillettes, etc., etc. Et ce spectacle construit avec rien, simplement l'envie de transmettre et d'être un outil au service du territoire, justement, un outil au-delà simplement du divertissement, un outil aussi qui permet de, non seulement, on va y revenir sur les imaginaires, ouvrir et poser des imaginaires, mais aussi être un outil d'émancipation pour la lecture, en donnant des ateliers, de l'écriture aussi. Et puis là, le théâtre donne aussi des outils pour parler, le théâtre donne des outils pour se connaître lui-même, etc. Bref, avec la compagnie, nous avons fait tout ça pendant 18 ans, jusqu'à ce que je sois un peu là, je dois le confesser, là d'être au service simplement de maisons, d'institutions qui décidaient si oui ou non j'avais le droit de parler et de jouer pour les publics auxquels ils s'adressaient. Alors j'ai décidé de devenir directeur, j'ai essayé d'être directeur artistique d'un centre dramatique national pour non pas seulement ma pomme, mais pour aussi proposer un projet plus vaste, au-delà de mes propres spectacles, de programmation, de diffusion, d'action culturelle. Et j'ai découvert une institution fermée. J'ai eu la grande chance d'être un directeur de centre dramatique pendant le Covid. Je dis c'était une chance. Pourquoi ? Parce que l'institution était altérée, elle était dégradée et que donc, en tant que directeur, je venais de prendre mes fonctions un mois avant, pardon. Eh bien, j'ai dû inventé en me disant bon, le théâtre, on en a besoin. Je pense que là on est quand même dans une volonté de sens, de réfléchir ensemble à ce qui est en train de nous arriver. Je parle du Covid. Eh bien on va faire du théâtre sur nos balcons, on va faire du théâtre en bas des résidences universitaires où on n'a pas le droit de se rapprocher, mais donc on pourra regarder le spectacle depuis les fenêtres. On va aller dans les territoires ruraux en installant quelques tréteaux rapides et proposer des spectacles sur les places de village, sous les préaux, etc., etc. C'est ce qui s'est passé et j'ai adoré diriger un théâtre fermé. J'ai adoré ça parce qu'il fallait revoir aussi les logiques de réservation, les logiques de billetterie, les logiques de communication. Bref, il a fallu tout revoir. Et au terme de 3 années à la direction de ce centre dramatique, qui a été une expérience fabuleuse avec une équipe incroyable, on avait non seulement diversifié et élargi les publics alors que nous étions en pleine crise. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand la crise a été terminée et qu'on a pu enfin réouvrir le théâtre de manière plus sereine et plus apaisée, eh bien tout le poids du fonctionnement, de l'institution, toutes les habitudes sont revenues si fortement que le monde d'après n'a même pas eu une chance. C'est-à-dire que nous sommes revenus au monde d'avant, et peut-être encore plus, parce que ça nous a rassurés. Enfin, moi, ça ne me rassure pas, mais ça a rassuré l'ensemble des équipes, et là, il a commencé à avoir quelques frictions. Donc, tout ça pour vous dire que le théâtre, mais au-delà, la culture vivante, je l'ai dit tout à l'heure, est un outil qui fait société, est un outil qui permet à chacun et à chacune de retrouver une forme de discernement. C'est bien
de se renseigner, c'est bien, d'avoir des discours, c'est bien d'avoir des médias, mais c'est bien aussi d'avoir des œuvres, des auteurs, des autrices qui nous disent que nous avons déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre en réalité. Quand on lit Sénèque, quand on lit Shakespeare, quand on lit des grands auteurs, qu'on regarde les pièces, on sait déjà ce qui va arriver. Moi, je sais ce qui va arriver, par exemple. Tout simplement parce qu'en lisant Sénèque, en lisant Shakespeare, on sait... Quand on lit Richard III, voilà, on sait que Richard III eh bien, arrive à la plus haute marge du pouvoir simplement en distillant des fake news, de la peur, des rumeurs, et en se faufilant un chemin sans aucun programme politique, il arrive à la plus haute place du pouvoir. Shakespeare nous l'a déjà montré. La pièce nous montre ce principe-là. Sénèque, dans d'autres pièces, nous montre aussi des logiques de tyrannie, des logiques de pouvoir, etc. Tout ça, on le sait déjà. C'est déjà vu. Donc le théâtre, moi je ne dis pas qu'il faut que le théâtre doit dire penser ceci ou penser cela, mais penser, on sait, ça nous renseigne. Après, chacun rentre chez lui et fait bien ce qu'il a envie avec ces matières-là. Donc voilà en quoi je crois, et que la culture, alors si on regarde notre histoire aussi contemporaine de la culture, je crois qu'il y a eu 3 grandes étapes. Jeanne Laurent, à qui j'ai envie de rendre hommage. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'elle soit une femme en or. Et on n'a pas suffisamment insisté pour Jeanne Laurent. Jeanne Laurent, qui après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays meurtri, décide que pour réconcilier, consoler et consolider aussi un pays meurtri, décide d'aller installer, avec certains pionniers metteurs en scène, des théâtres dans les milieux ruraux, justement, et de créer ce grand réseau unique de théâtres partout en France. Il y a, à moins d'1 heure de n'importe qui sur ce territoire, une scène, un théâtre, une scène conventionnée, une scène nationale, un centre dramatique, une scène municipale qui propose du théâtre, de la danse, du cirque, du théâtre jeune public, de la marionnette, enfin bref, tous les arts vivants, de l'opéra, etc. De la musique, bien sûr. Et c'est une chance incroyable. Je pense que c'est une très belle initiative prise au départ par Jeanne Laurent, suivie par Malraux, grande 2e étape, et enfin Jack Lang dans les années 80, 3e grande étape. Et depuis, il n'y a pas de grande politique culturelle qui, à mon sens, ait été établie. Et que donc, et puis même, je vais aller au-delà de ça, j'ai l'impression que même le discours culturel disparaît. Moi, je n'entends plus dans les campagnes électorales, j'entends, je n'entends plus le discours sur la culture, je ne l'entends pas. Pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il est, on l'a vu encore une fois, c'est pour ça que je parlais d'un constat, il est un outil, et d'ailleurs l'histoire entière, l'histoire de la politique, mais l'histoire de l'art depuis l'Antiquité, même avant, nous le dit, tous les grands pouvoirs se sont adossés à la culture, tous. Alors si on n'en parle plus, si on ne s'adosse plus sur la culture, sur quoi s'adosse-t-on et à qui laisse-t-on la culture ? À qui laisse-t-on les imaginaires, si ce ne sont plus les politiques qui s'en chargent, enfin tous les politiques, comment est-ce que ce terrain qui est déserté, certains ou certaines peuvent s'en emparer, et on le sait, c'est un outil absolument nécessaire et constitutif des esprits, la culture. Alors comment s'en servir? Comment se servir de la culture, et à qui sert-elle et à qui sert-elle aujourd'hui, si plus personne ne s'en saisit? Donc j'ai l'impression qu'une 4e grande politique culturelle doit s'établir. Ça, c'est ma conviction. Après, en ce qui concerne le théâtre et la décentralisation, et au-delà de ça, la démocratisation plus largement, je crois qu'il y a eu 2 grandes étapes. Il y a donc eu cette première étape, Jeanne Laurent et tous les pionniers qui ont constitué le public. Je rappelle qu'on va au théâtre aujourd'hui n'importe où en France, c'est une chose qui n'existait pas. La décentralisation a amené le théâtre dans les milieux ruraux, et on a constitué, les pionniers ont constitué un public. Jean Vilar disait même, il faut aller au public. J'aime bien, moi, que le théâtre aille au public et pas seulement que le public aille au théâtre. Donc, il faut aller au public. Ensuite, il y a eu la 2e grande phase dans notre institution qui a été la force de proposition, les forces de proposition, le développement des outils, notamment des salles un peu partout, mais aussi des esthétiques, des metteurs en scène, des écoles de théâtre, des écoles de danse, des centres dramatiques, des centres chorégraphiques. Voilà, tout ça s'est développé. Et puis, il y a peut-être une 3e étape, parce qu'en réalité, le public qui a été développé dans les premiers temps de la décentralisation, eh bien, c'est une chose toute naturelle et mort. Et donc, il faut aussi aujourd'hui repenser peut-être les deux, c'est-à-dire à la fois quelles propositions culturelles on fait et pour qui. Et là, à cet endroit-là, je crois que nous avons changé nos habitudes. On ne réserve plus pour aller au théâtre 6 mois avant, notamment dans les villes. Moi, j'arrive donc d'Angers, je dirigeais un théâtre à Angers. Non, les gens appellent le matin. Et encore, quand ils savent qu'il faut appeler, parce que pouvoir aller au théâtre, c'est simple.
On peut donner les moyens avec des tarifs, on peut donner des possibilités d'accès, etc. On faisait aussi une garderie pour que les enfants puissent, les parents puissent déposer leurs enfants et aller au spectacle, etc. Donc pouvoir aller au théâtre, ok. Savoir aller au théâtre, ça ne va pas tant de soi que ça. Les gens pensent qu'il faut s'habiller, que c'est pas pour eux, qu'il faut que c'est réservé à une élite, à une bourgeoisie, alors que tout ça est déjà établi. Donc il faut travailler là-dessus. Mais enfin surtout, le vrai grand travail, c'est vouloir aller au théâtre. Et là, il y a un champ des possibles à imaginer qui est immense. Et je crois que c'est cet endroit-là qu'il faut investir aujourd'hui pour redonner le goût d'aller dans les salles et d'aller découvrir le goût de la curiosité, etc. Tout ça pour la culture. Pardon, tu veux parler Non, mais... Pardon, le temps passe, c'est ça. Oui. Pardon. Que voulais-je dire d'autre? J'ai pris des notes, pardon, excusez-moi. Donc l'héritage. L'héritage, il est peut-être aussi de redire que il y a tous ces lieux, il faut continuer à travailler là-dessus, mais aussi, moi, je me posais une grande question le soir du 26. Je me suis dit, mais en fait, y a-t-il un grand spectacle proposé à tous les Français? On l'a fait, là, le 26 juillet. Est-ce que ce ne serait pas une chose jolie à... Alors voilà, le 14 juillet, parlons-en. Est-ce que ce ne serait pas le moyen, le moment, j'en sais rien, d'avoir un grand spectacle, après le défilé, voilà, un grand spectacle offert à la population, qui soit aussi à la télévision. Je n'en sais rien, c'est une idée qui est lancée comme ça. Le 14 juillet, où il y a une fête du sport qui va être établie, pourquoi pas une fête du spectacle vivant aussi, pourquoi pas. Tout ça pour dire simplement que l'héritage, je crois, là, le sport, on le sait, le sport, il fédère et il est présent dans tous les foyers. La culture, que lui est-il arrivé? Elle a pris un autre chemin, qui est aussi un chemin de modèle économique différent, et honnêtement, peut-être c'est mieux pour elle aussi. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut regagner aussi ce vouloir aller au théâtre, ce vouloir du spectacle vivant, parce que les messages que moi j'ai reçus ou que les gens m'ont transmis, c'est que tout à coup des gens découvraient qu'ils aimaient la danse contemporaine, ils ne le savaient pas. Les gens découvraient qu'ils avaient envie en fait d'aller à l'opéra et qu'ils ne savent pas qu'il y a des places, des tarifs qui sont pratiqués dans les opéras, même en région, qui sont accessibles aussi. Bref, voilà, il y a tout un travail à refaire là-dessus, et j'ai l'impression que le désir, en tout cas, n'est pas éteint, et que quand on donne à voir un spectacle, et encore une fois, qu'on lui donne un sens, qu'on lui met des images, des symboles, des imaginaires, des valeurs, j'ai l'impression que les Français et les Françaises, qu'ils soient en ville ou ou dans les milieux ruraux, savent s'en saisir et savent apprécier et aiment cette circulation de la pensée que charrie le spectacle vivant. Enfin, dernier point, pardon. Vous avez beaucoup évoqué les attaques, parce que moi je ne parle pas de polémique, je parle d'attaques. La critique, c'est ma vie. J'ai depuis 20 ans que je fais des mises en scène, reçu des critiques négatives, positives, de la presse, des spectateurs, des institutionnels, des professionnels. C'est le jeu, et ça va, et c'est OK. La critique, elle n'est plus tout à fait la même quand il s'agit d'attaques qui vont être de l'ordre de la discrimination. Et donc la discrimination, c'est parfait, c'est un délit. Ceux qui commettent de la discrimination sont des délinquants, et il existe donc des procédures. Et donc effectivement, j'ai porté plainte, et la brigade de lutte contre la haine en ligne travaille à retrouver les profils, et j'attends donc l'issue de cette enquête. Et je soutiens évidemment Barbara Butch, Nicky Doll et tous les artistes qui ont été victimes de cyberharcèlement. Mais autre chose m'interroge dans cette aventure. Vous avez parlé, madame, de la scène, mais vous êtes la seule à en parler. Vous êtes la seule à en parler. Le média guide qui a été donné à tous les journalistes du monde entier, 3 jours avant. Mais si, madame, 3 jours avant, le média guide ne parle pas de la scène. Si des journalistes, des commentateurs, des community managers de chaînes de télévision ont eu ou des interprétations erronées sur les réseaux sociaux, ça n'est pour le coup que de l'ordre de l'interprétation. Mais le problème de ces interprétations, c'est que derrière, elles soulèvent de la haine. Comment est-il possible qu'on puisse croire que je puisse moquer une quelconque religion, en l'occurrence la religion chrétienne catholique, quand dans la même cérémonie, on peut non pas croire, mais voir, constater qu'un tableau entier est consacré à Notre-Dame de Paris, que je demandais à Notre-Dame de Paris de sonner
c'est moi qui ai demandé ça, et que je termine la cérémonie avec Dieu réunit ceux qui s'aiment. Je ne fais pas tout cela en hommage à la religion chrétienne catholique pour une raison simple, c'est que je n'ai pas le droit d'évoquer la religion dans les cérémonies, ça c'est le CIO. Donc je ne le fais pas pour ça, je le fais parce que Notre-Dame de Paris fait partie de notre patrimoine, c'est notre joyau ici à Paris, elle est Notre-Dame de Paris, voilà. Elle en plus, tout le monde a été heurté, moi le premier, enfin nous tous, par son incendie. Elle n'était pas prête complètement pour la cérémonie. Elle disait, je suis pas prête, mais je suis là, donc je veux quand même sonner. Bon voilà, c'était une chose de la personnifier, de mettre aussi en valeur les artisans, les ouvriers, les ouvrières, tous les métiers d'art qui sont en train de lui rendre ça superbe. Donc on ne peut pas à la fois penser que je puisse moquer qui que ce soit, et en même temps voir qu'en réalité, je mets en valeur notamment cet héritage de cet édifice religieux. Je ne crois pas qu'il y ait une autre cérémonie d'ouverture dans l'histoire des Jeux Olympiques qui mette en valeur un bâtiment religieux comme Notre-Dame de Paris et qui ait fait sonner un bâtiment religieux. Donc ces interprétations erronées et ces petites phrases aussi de tweets, et je vais parler aussi des médias, en fait génèrent de la haine et génèrent une sorte de frénésie du commentaire qui retombe sur les humains, sur nous, sur moi, sur des individus, nos familles. Qu'on ne peut pas à la fois penser être politique si on ne réfléchit pas si on n'est pas dans la volonté d'unifier la cité et volontairement lancer ce type d'interprétation erronée, je rappelle, d'une image arrêtée, parce qu'il n'a jamais été question de... C'est une image arrêtée d'un plan en mouvement, cette histoire de la Seine. Eh bien, moi, je trouve que c'est indigne, voilà, je le dis. Et surtout, ça génère derrière tellement de fracas que à cet endroit-là, je crois qu'il n'y a rien de bon à tirer pour faire société. Voilà. Rien, absolument rien. Les médias aussi, je le redis, les petites phrases qu'on sort, les petites vidéos qu'on met sur Instagram pour récolter du data ou faire du buzz ou je ne sais quoi, ont des impacts sur la vie des gens. C'est une responsabilité médiatique, la modération par exemple. Comment se fait-il que les médias, RTL, France Télévisions, ne modèrent pas et laissent en pâture, jettent en pâture des gens, des artistes qui font leur travail dans une liberté de création qui est celle de ce pays et puis surtout dans je le crois, un respect à la fois de nos valeurs et une mise en lumière de ce pays. Comment se fait-il que la modération ne soit pas plus ferme? Comment se fait-il qu'on laisse les commentaires ouverts? Comment se fait-il qu'on ne les retire pas? Comment se fait-il que nous ayons été plusieurs artistes, voilà, comme publiquement insultés, menacés? Je n'ai pas trouvé ça tout à fait digne non plus. Voilà. Je voudrais juste dire un mot, mais un seul mot, parce que je sais que nous avons peu de temps. Pour dire, d'abord aussi mon soutien, mon émotion. J'ai trouvé ça injuste de voir mes amis sous protection policière. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? En tout cas, à vous entendre, pas grand-chose, je crois. Nous savions, pour répondre à quelques questions, que nous voulions dire quelque chose. On peut vraiment ne rien dire pendant des heures, faire un spectacle agréable. Oui, il y a des choses qui sont dites sur notre histoire, sur la Révolution française. Alors, je pourrais vous parler de la manière dont Marie-Antoinette aurait été vue différemment si le réalisateur avait davantage filmé les grosses têtes du tableau d'avant. Et alors, on aurait peut-être mieux compris le rapport entre le Guignol et le Grand Guignol. On aurait peut-être mieux compris le rapport hugolien entre le sublime et le grotesque, mais peu importe. Peu importe, en réalité, vous avez bien vu ce que vous avez vu, et on a voulu le montrer, et il n'y a aucun problème avec ça. Et d'une certaine manière, les critiques, il faut à la fois les prendre au sérieux et les redimensionner, parce que, effectivement, les entrepreneurs de haine, ceux qui ne veulent pas que nous vivions ensemble au seul motif que nous sommes différents, ils n'ont pas eu grand-chose à dire de la séquence. Parce que d'une manière générale, les entrepreneurs de haine n'ont pas grand-chose à dire de la joie, de la fierté et d'un moment où les choses se passent plutôt bien. Alors évidemment, sous la loupe des réseaux sociaux, eh bien, le brasier peut s'allumer et ça fait mal, oui.
Et là, c'est une question que, voilà, moi j'ai aussi posée à mon institution, parce que d'une certaine manière, tout le monde est d'accord pour que nous, les artistes ou les intellectuels, soyons des symboles. Mais pour les protéger, c'est autre chose. C'est une question qu'on doit poser, à la représentation nationale. Et je voudrais juste dire un mot. C'est que peut-être que malgré tout, aujourd'hui, dans toutes les images dont je disais qu'on espérait que certaines se feraient un chemin vers nos imaginaires, il y en a une qui a, je ne veux pas dire qu'elle est le plus consensuelle, mais qui a été la plus intensément admirée, c'est Aya Nakamura avec la garde républicaine, parce qu'on comprend bien là que, d'une certaine manière, voilà, encore une fois, chacun se met au diapason de l'autre et que ce pont de l'Institut devient à ce moment-là un pont non seulement entre les cultures, mais d'une certaine manière le pont de la nation et de la République. Cette scène a été celle qui a été par avance et par principe la plus insultée, sans rien en voir. Au point que, effectivement, Aya Nakamura, et elle a tenu, et je voudrais là aussi dire combien les artistes, nous c'est rien, mais les artistes, les danseuses, les danseurs, ils ont bravement, crânement tenu. Voilà. Et revoyez la scène, parce que ça nous intéresse toutes et tous. Qu'est-ce qui se passe ? Aya Nakamura, qui à ce moment-là, et on refait un peu la chorégraphie pour en tenir compte, a été la cible d'attaques racistes. C'est pas simplement que la garde républicaine va à sa rencontre, c'est pas simplement qu'elle va danser avec elle, c'est pas simplement qu'elle va s'enchanter avec elle et que, là encore, l'Institut de France en sort avec plein de couleurs. Hein. C'est qu'elle la protège, c'est qu'elle fait corps, c'est qu'elle passe et qu'elle la prend. Ben pardon, mais c'est ça la République. C'est que quand quelqu'un est en danger, quand quelqu'un est attaqué, quand quelqu'un est haï, pour des raisons, là, en l'occurrence de discrimination raciste, on doit la protéger. Et la protégeant, tout le monde a, à la fin, à y gagner. Bien, vous me compliquez la tâche, là, c'est dur de reprendre. Merci beaucoup, merci pour votre sincérité et je crois que nous allons tous méditer. Nous allons passer maintenant aux questions de 1 minute. Donc, pareillement, on va voir toutes les questions les unes après les autres et ensuite on vous laissera le loisir d'y répondre. Donc là, ça va être plus rapide, hein, les questions d'1 minute. Vous allez voir que ça s'enchaîne vite. Monsieur Bruno Clavé. Monsieur Joly, Monsieur Boucheron, avant tout, permettez-moi, à mon tour, de vous féliciter pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques plébiscitée par plus de 85% des Français, pourcent dont je fais partie, d'ailleurs n'en déplaise aux députés du NFP, qui apparemment lisent un texte écrit à l'avance et qui font dire à ma collègue Tiffany Joncourt l'inverse de ce qu'elle a déclaré. Bien sûr, certaines séquences ont marqué, tandis que d'autres ont divisé, mais c'est là tout le paradoxe de la culture. Elle nous unit autant qu'elle bouscule et dérange. Néanmoins, j'ai 2 petites questions, 2 remarques. Premièrement, si Paris a offert un décor naturel exceptionnel, je regrette une cérémonie trop parisienne qui n'a pas su mettre en valeur la richesse de nos territoires et le génie français. Et deuxièmement, question à laquelle vous n'avez pas répondu, la question de la réalisation télévisuelle de la cérémonie confiée à un Britannique. Plusieurs moments clés ont manqué. C'est pourquoi je voudrais savoir pourquoi avoir choisi un réalisateur britannique pour filmer une cérémonie organisée par la France. N'y avait-il pas d'autres options permettant de faire appel à des talents français? Et si oui, êtes-vous à l'origine de ce choix? Je vous remercie. Madame Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente. Messieurs, je souhaite très sincèrement vous remercier pour votre travail qui a permis de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 un événement exceptionnel au succès planétaire. Les cérémonies d'ouverture et de clôture que vous avez écrites et dirigées ont largement contribué à l'engouement de tout notre pays et du monde entier pour ces JOP. Je souhaite saluer votre remarquable créativité, Monsieur Joly, et vous remercier d'avoir fait appel au brillant chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi de l'ensemble Mathéus de Brest. Les cérémonies ont incarné aux yeux du monde entier ce qu'est la France, le panache, l'audace, mais aussi le respect de toutes et de tous dans leurs différences, le combat pour les femmes ou pour l'inclusion. Elle a aussi raconté beaucoup de notre histoire. Aussi, à l'aune de cette expérience, je souhaiterais avoir le regard de M. Boucheron sur la manière dont nous pourrions enseigner différemment notre histoire collective, notamment dans les parcours scolaires.
afin que dans ce domaine aussi, les JOP puissent transmettre un héritage. Je vous remercie. Merci. Madame Marie Mesmer. J'interviens aujourd'hui car tout observateur ne peut faire abstraction du déferlement homophobe et raciste qui a déclenché cette cérémonie d'ouverture des JO. De haine, comme vous dites, Monsieur Joly, gentiment, mais il faut dire ici les termes. Alors que tout le monde se félicite ce matin de l'ouverture culturelle de la cérémonie, certains polissent aussi leurs idées que l'on connaît trop bien pour paraître respectables. D'ailleurs, beaucoup ici défendent un gouvernement homophobe. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion, torture pratiquée sur les LGBT+, pour essayer de les rendre non LGBT+, contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution et pour la loi anti-trans. Laurence Garnier, nouvelle ministre de la Consommation, a voté contre la constitutionnalisation de l'avortement, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre le mariage pour tous. Elle a co-signé et voté pour la proposition de loi anti-trans. Patrick Hetzel, nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous, ne vous en plaise. Et tout ça dans un contexte dramatique. Les agressions physiques envers les personnes LGBT+, ont augmenté de 40% entre 2022 et 2023. Et ce nouveau gouvernement homophobe, antiféministe, ne peut que nous faire craindre le pire. Merci, messieurs Joly et Boucheron, à vous et à toutes les personnes qui ont participé à un magnifique spectacle d'unité que vous nous avez offert. La France a brillé de son humanisme et de son histoire grâce à vous. Merci, en effet, comme vous l'avez dit en introduction, monsieur Boucheron, pour la joie partagée. Une seule question, à quand votre prochain chef-d'œuvre ? Bien, je vous remercie. Monsieur Bertrand Sort. Bien. Madame Sarah Legrain. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos réponses. Puisqu'il m'est possible de reposer une question, je vais poursuivre sur le sujet de la liberté de création qui était le mien, sous un angle un peu différent, celui de l'ingérence économique. Alors moi, j'ai été frappée de voir à quel point le financement par Bernard Arnault a pu se voir très concrètement tout au long de ces Jeux, y compris dans des sujets de cérémonie. Je sais que ce n'est pas simple pour vous de vous exprimer sur le sujet, mais pour nous, la représentation nationale, c'est important d'entendre la façon dont vous avez dû gérer artistiquement cette exigence d'apparition un peu monopolistique, si je peux me permettre, du groupe LVMH qu'on a vu beaucoup à l'image. Finalement, on n'en aura pas vu d'autres, alors qu'il y avait par exemple un hommage à la mode qui pouvait mettre à l'honneur d'autres créateurs. Et puis on a ce lien de l'argent avec la création qui peut interroger aussi du point de vue de la liberté absolue que l'on souhaite pour les créateurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas une découverte entre les écrits de Monsieur Boucheron et les spectacles de Monsieur Joly, mais nous ne sommes pas là pour parler de mon admiration pour vos parcours respectifs, mais des cérémonies des JOP. Vous disiez au sujet de Thieste, Monsieur Joly, que la violence de cette tragédie résidait dans le fait qu'elle nous laissait dans les ténèbres et qu'elle n'offrait pas de solution, que les Romains venaient pleurer ensemble à ce type de spectacle. Vous avez que M. Boucheron trouvait les moyens de mettre en lumière notre culture, de nous rendre fiers de toute la France, de ce grand nous. Et si des larmes ont pu couler, ce n'était pas de tristesse. Nous voyons bien que ceux qui attisent la haine, ceux qui essaient de fracturer notre société quand nous devons faire nation, se sentent dépassés par ce qui est bien plus grand et fort qu'eux. Les mêmes pourtant qui se disent défenseurs de la nation, soi-disant de ces campagnes, nous amènent vers les ténèbres. Je retiendrai votre solution puisque vous avez ouvert la voie cet été, celle de la main tendue plutôt que du doigt qui pointe. À nous de poursuivre le combat puisque c'en est un. Et merci à vous. Je vous remercie. Madame Géraldine Bagnier. Merci. Le secret a été si bien gardé que même au sein du groupe de suivi des jobs, dans cette commission, nous n'avions rien su. Nous avons été éblouis par l'apparition de Zeus cavalant au milieu des flots, ému par Charles Coste, né en 1924 et présent pour ce centenaire, bouleversé par Céline, emporté par la fougue des danseurs, des Musamota et autres Lucky Love. Le succès est indéniable, nous vous en félicitons. La coopération de belles entreprises, du politique, des secteurs culturels et sportifs a été au rendez-vous. C'est un héritage à garder. Alors c'est vrai, il y a eu l'étonnement de certains qui, sans remettre du tout en cause le message d'inclusion, de renouveau de la sexualité, ont pu le trouver parfois sur nos territoires quelque peu insistant, le marivaudage un chouïa provoquant. Une autre des interrogations autour de moi a porté sur les choix musicaux, le relatif silence de voix françaises bien établies telles que les Souchon, Woolsey, Calogero, Benabar, Badi ou Pravi. Il y a sans doute eu là un choix de l'international réfléchi et préféré et qui peut s'expliquer.
Je m'adresse pour finir à l'historien. Quel message au monde restera de ces cérémonies? Derrière l'éblouissement, la joie dont vous parliez tout à l'heure, ressortait aussi peut-être l'idée que les Jeux surgissent parfois au milieu d'un environnement sombre et angoissant, si on compare à 1992. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Monsieur Belkir Belhaddad. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Boucheron, Monsieur Joly, merci et bravo. Vous vous êtes adressé à tous, embrassez toutes les influences et que chacun puisse être représenté. On accède à l'unité de cette manière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez su produire un spectacle rassembleur, joyeux et divers, en rupture avec une image d'une France éternelle, chère du Puy du Fou, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Les attaques venues de l'extrême droite, qui ont fustigé la cérémonie d'ouverture, sont hors du temps. La France fut le premier pays d'immigration au monde dans les années 1920 par rapport à son nombre d'habitants. Sa diversité est une réalité, ce n'est pas une idéologie, c'est la vision monochrome de la France qui n'est pas conforme aux faits, c'est ce que vous avez su démontrer. Je voudrais simplement terminer mon propos en vous demandant de citer peut-être une mesure, vous en avez cité quelques-unes, mais s'il devait y avoir une mesure que vous souhaiteriez voir aboutir là tout de suite, ce serait laquelle? Merci. Merci. Monsieur Jérémy Patriélétus. Merci. Je tenais à mon tour à vous remercier pour cette éblouissante cérémonie d'ouverture sur une scène exceptionnelle et spectaculaire, devenue le temps d'une soirée le théâtre du monde. Vous nous avez offert des perles de pluie provocantes, parfois même insolentes, et un hymne féerique et poétique aux artistes, aux athlètes, aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris et à la France. Vous avez mis en lumière et magnifié nos monuments, notre patrimoine, qui est notre héritage commun le plus précieux, ce qui nous rassemble et nous unit malgré les ferments de haine et de division qui traversent notre société. Si nos chefs-d'œuvre patrimoniaux sont des lieux qui disent ce que nous sommes, notre héritage, notre identité, ils sont avant tout des lieux qui nous lient et relient, des lieux qui permettent de faire nation. Je tenais à vous remercier d'avoir fait de ces monuments le théâtre de toutes les disciplines et de tous les arts. Pour avoir été pendant plus de 3 ans l'un des responsables du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je ne peux pas ne pas évoquer la grâce des compagnons et des artisans d'art venus de toute la France et qui sont devenus le temps d'une soirée, d'une seconde, par la magie de votre talent des artistes. Alors ma question est simple, comment faire en sorte que notre patrimoine, notamment local, puisse dialoguer avec les autres disciplines artistiques? Comment faire de nos monuments des scènes ouvertes au génie créatif de nos artistes? Je suis convaincu que les arts, et notamment le spectacle vivant et les arts visuels, sont un moyen de sauver et de faire vivre nos dizaines de milliers de chefs-d'œuvre patrimoniaux qui façonnent notre identité et nos paysages. Je vous remercie. Je vous remercie. Erwan Balanan. À mon tour de vous féliciter. Évidemment, nous avons tous été éblouis par cette cérémonie. Je suis issu d'un territoire où on a la chance d'avoir un festival de spectacles vivants et j'ai appris grâce à eux et aussi par mon parcours professionnel que le spectacle vivant est soumis aux aléas de la vie et aux aléas de la pluie. Et donc, je voulais juste avoir une première question très rapide. Est-ce que vous aviez 2 scénarios de dérouler parce qu'on peut prévoir qu'il peut pleuvoir, ça arrive, surtout quand on est breton. Donc, c'était ma première question. Ma deuxième question, elle est plus effectivement sur la réalisation. Moi, j'ai réalisé beaucoup de vidéos et beaucoup d'images et j'étais hyper confiant sur quoi qu'il arrive parce que je me suis dit, vous avez le décor, il est là, tout est là et ça va être vraiment génial. Mais j'ai été un peu déçu par la réalisation. Et est-ce que vous avez pu suffisamment la travailler dans les déroulés, dans les séquençages? C'est des sujets techniques, mais je voulais la poser. Et dernière remarque, je suis content et je vous remercie parce que nous avons tellement bataillé pour que ces jeux aient lieu et nous avons tellement subi les quolibets de certains ici qui aujourd'hui sont enjoués et contents qu'il y ait eu ces jeux que je vous remercie vraiment pour ça. Je vous remercie. Pour finir, Sandrine Rousseau, que nous accueillons dans la commission. Donc, bienvenue, Sandrine. Merci, Madame la Présidente. En effet, je ne suis pas membre de cette commission et je viens évidemment pour ajouter mon merci à ceux qui ont déjà été exprimés par les autres députés de cette commission. Mais je voudrais vous dire merci vraiment
Merci du fond du cœur. Merci pour avoir présenté ce visage de la France. Merci pour la beauté de votre création, la qualité, la créativité, l'audace, l'impertinence. Merci vraiment d'avoir montré un visage de la France qu'on avait envie et besoin de voir à ce moment-là. Et je voudrais évidemment dire qu'il y avait un message politique d'inclusion dans ce que vous avez présenté, mais que nous, représentation nationale, nous ne devons pas oublier que la politique ne s'arrête pas juste à ce message-là dans cette cérémonie, et que derrière, et j'ai entendu que vous l'aviez abordé, et pardon, je n'étais pas présente au début de votre audition, mais il y a derrière le statut des artistes, le statut de la créativité, la liberté de la création, mais qu'il y a aussi le statut des sportifs, et que, en fait, nombre d'artistes, nombre de sportifs vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, et qu'à chaque fois qu'il y a des discussions budgétaires sur la question du chômage, de l'assistanat, du supposé assistanat, de l'argent public que nous mettons dans la solidarité, à chaque fois ce sont les statuts qui sont le plus en fragilité, et qu'il conviendrait aussi de ne pas l'oublier dans cette commission comme dans les autres. Je vous remercie. Et donc, la vraie dernière question, Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Messieurs, un grand merci bien sûr pour votre présence aujourd'hui et le magnifique travail que vous avez réalisé. Vous avez réussi là où nous, responsables politiques, pouvons avoir parfois le sentiment d'échouer, à savoir rassembler les Français, les rendre joyeux et optimistes. Alors j'ai une question pour Monsieur Boucheron. Les esprits critiques ont pu vous reprocher de ne pas assez mettre en valeur les héros du roman national. Je pense à Napoléon, à Louis XIV par exemple. Mais je crois que c'était votre parti pris que de réconcilier le sentiment d'appartenance nationale et le goût du monde, entreprise débutée d'ailleurs avec votre ouvrage paru en 2017, l'histoire mondiale de la France. Pouvez-vous nous dire comment, à travers la cérémonie d'ouverture, vous percevez ce roman national qui ne doit pas être seulement récitation et anodement d'un récit des origines, mais mouvement vers un projet politique? Et justement, pour vous, quel doit être ce projet politique? Donc, nous écoutons vos réponses. Merci pour ces questions. Alors, sur la question des territoires et d'aller au-delà de Paris, même si c'était les Jeux de Paris 2024, on sait qu'ils ont rayonné dans plein de territoires en France, que beaucoup de territoires aussi se sont saisis de ces Jeux pour inventer Terre des Jeux, Territoire des Jeux, je ne sais plus, et que ça a été du dynamisme partout. En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, nous avons fait le choix d'aller piocher dans les territoires de nombreux artistes et compagnies, collectifs, artisans, qui ont des savoir-faire, parce qu'il y en a partout. Il n'y a pas du tout que des Parisiens qui ont fait un spectacle ce soir-là. On peut penser par exemple, à l'atelier Blâme, qui ont conçu le cheval Zeus et qui sont nantais. On peut penser à Gojira, par exemple, qui viennent de Narbonne. On peut penser au ballet de Lorraine, au ballet de Biarritz, au ballet du Rhin, qui était aussi présent dans cette cérémonie. L'orchestre de Brest, absolument. Et puis après, Axel Saint-Cyrel, qui était voix d'outre-mer aussi. Voilà, il y avait des artistes et des créateurs et des créatrices et des artisans venus de toute la France, parce que cette France est un grand territoire de création. Il y avait même de la bourrée auvergnate, figurez-vous, le soir de la cérémonie. Bourrée auvergnate sur la scène de festivité, du fameux tableau festivité, qui mélangeait plusieurs cultures de danse, et notamment danse classique, danse contemporaine. La bourrée auvergnate était aussi présente le soir de la cérémonie. Voilà. Bon, donc, et après, évidemment, on aurait pu faire un grand spectacle qui va peut-être encore au-delà sur les... Ah, si, par exemple, les créateurs et créatrices de mode, ce qui permet aussi de rebondir sur la question de la mode qui a été posée. Il n'y avait pas, et on a réussi ça, que LVMH qui a proposé... d'habiller, qui a pu habiller. Il y a aussi toute la jeune garde de la création française, Jeanne Friot, Victor Vessanto, et je parle là de l'Alsace puisqu'il a proposé lui un costume, enfin, une tenue qui était en lien avec sa région d'origine, l'Alsace. Jeanne Friot, j'ai dit, Kevin Germanier, Solène Le Squet, bref, il y avait comme ça beaucoup d'autres créateurs, créatrices qui se sont emparés des costumes de la cérémonie. Voilà, alors je rebondis aussi, un grand spectacle, pourquoi pas, moi je disais, s'il y avait une chose à retenir, j'aimerais bien, moi, la fête du spectacle vivant, j'aimerais bien ça, et pourquoi pas un grand spectacle qui retrace, qui va dans tous nos territoires pour aller aussi mettre en valeur les patrimoines et puis les traditions ou autres, pourquoi pas, après tout, ça peut être une jolie idée. Sur le réalisateur, il n'est pas du tout de mon choix, le réalisateur arrive dans l'organisation OBS, qui est producteur de la cérémonie.
des cérémonies, un producteur audiovisuel des cérémonies. Le travail qu'on a fait a duré 1 an et demi avec plusieurs réunions, plusieurs prises de repérage. On avait aussi inventé ce logiciel en 3D où on pouvait se balader sur les 6 km de la portion de la scène pour pouvoir placer les caméras, etc. Que s'est-il passé? Moi, je pense qu'il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que le spectacle vivant et les caméras, quoi qu'on en dise, ça reste des frères ennemis ou des sœurs ennemies, je ne sais pas comment dire ça. C'est des cousins qui ne s'entendent pas très bien, même si ça permet une large diffusion, ça reste quand même compliqué. La deuxième chose, c'est que la pluie, je crois, a empêché le réalisateur d'aller au bout de ce que nous avions imaginé pourtant et storyboardé ensemble. Et après, après, il faudrait poser la question à OBS, puisque moi, je n'avais pas de prise le soir de la cérémonie sur la réalisation même, et que les équipes d'OBS avaient ça en charge. Voilà. Mais le réalisateur n'a pas été un choix de notre part. Le LVMH. Quand j'arrive à la cérémonie en tant que directeur artistique des cérémonies, il y a un cahier des charges. Exactement d'ailleurs comme dans le théâtre public, hein, il y a un cahier des charges. Il y a des partenaires, là en l'occurrence un partenaire privé qui a fourni une somme d'argent à l'organisation générale des Jeux Olympiques et qui, en regard de cette somme d'argent, a des exigences. Et notamment, l'exigence première était, la seule d'ailleurs, la mise en lumière des malles qui allaient transporter les médailles des athlètes. Et aussi un partenariat avec Dior pour certaines artistes qui allaient performer ce soir-là. Moi, je prends ça en fait comme un cahier des charges, c'est-à-dire que on va travailler à ça. Et ce qu'on a voulu, c'était pas simplement faire une pub à l'intérieur de la cérémonie, mais on a utilisé cette contrainte, cette condition plutôt, pour mettre en lumière les métiers d'art justement, parce que chez LVMH, et je crois que c'était moi, j'étais très heureux de découvrir tout ça. On a visité les ateliers et toutes celles et ceux qui fabriquent ces malles Vuitton ou cette maroquinerie, c'est des savoir-faire qu'on a mis en lumière aussi le soir de la cérémonie, mis en lumière des savoir-faire artisanaux, des artisans du savoir-faire français. Et en ce qui concerne les vêtements, je l'ai dit, d'autres créateurs ont pu s'immiscer dans la cérémonie et notamment la jeune garde de la création française. Enfin, sur la pluie, il y avait les scénarios A, B, C, D, E, F. Il y en avait beaucoup de scénarios. Il y a eu évidemment un spectacle qui a été altéré, notamment sur tout ce qui concernait en fait les risques. En fait, pour vous expliquer, au fur et à mesure de la cérémonie, comment elle se déroulait, nous devions adapter certains tableaux en direct. Donc, quand nous avons compris qu'il allait pleuvoir de manière trop dangereuse pour, par exemple, le début de la cérémonie, Lady Gaga sur ses talons avec un escalier qui était très étriqué, des danseurs et une chorégraphie très performative, il a été décidé juste avant de préenregistrer, alors que le public était déjà en train de rentrer, de préenregistrer sa performance pour qu'elle soit diffusée à l'heure dite. Et c'était un choix qu'elle a fait, que nous avons fait ensemble, qu'on a regretté, mais qui était nécessaire. Sur le tableau synchronicité, en fur et à mesure de la soirée, ça s'est passé comme ça, mais les deux grands moments, c'est que le tableau synchronicité des danseurs et des musiciens devait être disposé sur les toits entre l'hôtel de ville et le théâtre du Châtelet, et toutes ces positions-là n'ont pas pu être faites parce que c'était dangereux et qu'il fallait aussi veiller à la sécurité des artistes et des techniciens et des techniciennes. Et enfin, le grand tableau qui, ça va faire une belle transition pour toi Patrick, qui devait réunir plusieurs personnages historiques et les fameux jardins de Versailles qui étaient reproduits, inspirés en tout cas sur la scène, mais qui aussi contenaient les sports de glisse, notamment break, basket, free basket, pardon, BMX, skate, et voilà. Eh bien, ce tableau-là a été largement altéré et même n'a quasiment pas eu lieu. Ils y sont allés quand même, les artistes, mais les performeurs, mais ça n'a pas pu se faire. Voilà. Après, il y a évidemment à la marge quelques ajustements de placement, etc., qui ont dû être refaits, mais c'est comme ça que nous avons travaillé. Et c'est d'ailleurs Thierry Reboul qui a beaucoup pris la main là-dessus ce soir-là, pour recoordonner quand même 20 000 personnes en live, parce que je rappelle que 20 000 personnes travaillaient à offrir ce spectacle au monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boucheron. Il va vous rester 4 minutes. Voilà.
Oui, ça fait effectivement la transition parce que c'est sur ce tableau qui s'appelait Sportivité, où il y avait du BMX et autres sports urbains dans les jardins de Versailles qui étaient ramenés à Paris, ce qui est là encore un clin d'œil de l'histoire. C'est là où devaient, figurez-vous, évoluer et Napoléon et Louis XIV, mais il pleuvait, on ne les a pas vus, c'était trop dangereux, ou ça n'a pas été filmé. Enfin, en tout cas, cela ne manque peut-être qu'à nous, puisque nous savions effectivement tout ce que la pluie nous privait. Mais bon, je pense que l'ensemble du spectacle a quand même été cohérent, et puis d'une certaine manière, ça a été aussi montré, ou en tout cas suggéré, l'adversité, la pluie, fluctuat nec mergitur, enfin tout cela a fini par avoir un sens au fur et à mesure que la nuit tombait. D'un mot, sur l'histoire, évidemment, dans ce tableau qu'on n'a pas très bien vu, qui a été un peu dégradé, Sportivité, s'exprimait avec assez d'éloquence l'idée qu'on se fait de cette histoire de France, de cette histoire mondiale de la France, que l'on peut enseigner. C'est une manière, effectivement, de suggérer une réponse à votre question. C'est une histoire qui ne retranche rien, mais qui complète, qui ajoute, qui augmente, qui nous augmente, qui, d'une certaine manière, élargit notre perspective. Pour en revenir au statut, vous avez remarqué que aucune statue n'est tombée dans l'eau, mais que certaines ont surgi de l'eau. Donc c'est simplement, à la fin, une représentation plus ressemblante et plus complète de l'histoire de France. Et si on veut me demander comment l'enseigner, je dirais ainsi. Mais c'est déjà fait, d'une certaine manière. Là encore, ce qu'on a donné à voir est déjà là. Voilà, on constate que, d'une certaine manière, c'est la façon qu'on a d'écrire l'histoire. Alors peut-être l'histoire mondiale de la France, pour revenir à votre question. Si on l'écrivait aujourd'hui, il n'est pas totalement exclu qu'on adjoigne une dernière date, le 26 juillet 2024. Reste à savoir, effectivement, encore une fois, ce qu'on en fera. Dernière remarque, si on nous demande une seule mesure, alors Thomas a dit la sienne, je la ferais volontiers mienne, si j'en avais une à ajouter, puisque nous accordons sur l'importance des arts et des arts vivants, et de cette école du regard qu'a tenté d'être non seulement les cérémonies d'ouverture, mais les Jeux olympiques et paralympiques eux-mêmes. Alors peut-être, effectivement, pourrait-on se souvenir que l'histoire des arts doit être davantage enseignée à l'école. Ce serait une manière, par exemple, d'apprendre à distinguer une référence culturelle catholique d'une référence culturelle païenne. On pourrait apprendre effectivement à reconnaître le festin de Bacchus quand c'est de cela qu'il s'agit plutôt que de la scène. Donc vous voyez, là il y a quand même aussi un enjeu d'instruction publique et de politique culturelle. Mais ça, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Ce sont des moments comme cela qui me rappellent pourquoi je suis là. Et donc merci beaucoup, vraiment très très sincèrement, et de la part de tous mes collègues. Je vais vous demander 2 minutes, chers collègues, car nous devons procéder à quelques désignations de rapporteurs avant de partir. Tout d'abord, les rapporteurs chargés de préparer les avis de la commission sur les projets de contrats d'objectifs et de moyens, les COM, de France Télévisions, France Média Monde, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel. J'ai reçu 2 candidatures, celle de Madame Calvez pour le groupe EPR et celle de Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Il n'y a pas d'objection. Ensuite, nous devons désigner un rapporteur sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode et publicité. J'ai reçu la candidature de Erwan Balanan, qui présidait précédemment la commission d'enquête interrompue, et a signé une proposition de résolution. Il n'y a pas d'objection. Enfin,
pour finir, suite à l'entrée au gouvernement de M. Alexandre Portier, nous devons désigner un nouveau rapporteur pour avis pour les crédits enseignement supérieur et vie étudiante dans la mission recherche enseignement supérieur. Cet avis est attribué au groupe DR. Mesdames Virginie Duby-Muller et Madame Frédérique Meunier sont candidates. Il n'y a pas d'objection. Bien, nous pouvons lever la séance. Je vous remercie.